Tout a commencé par une phrase. Une simple phrase, prononcée dans le délire de la fièvre et des médicaments. Nous sommes en mars 2014, au centre hospitalier de Grenoble. Dans la chambre 304, un homme de 72 ans se meurt. Il s'appelle Lucien Moreau. À son chevet, sa fille unique, Alice, lui tient la main. Elle a 29 ans, le visage pâle, les yeux cernés par des nuits sans sommeil. Alice a toujours vécu dans l'ombre de cet homme. Il vivait seul, isolé dans une ferme du Vercors, coupé du monde. Pour elle, Lucien est son univers, son protecteur, son père. Soudain, Lucien ouvre les yeux. Son regard est vitreux, perdu dans les brumes d'Alzheimer. Il fixe Alice, mais il ne la voit pas. Il semble voir quelqu'un d'autre derrière elle. Il serre sa main avec une force surprenante et murmure « Je l'ai bien cachée, Marie. Je l'ai sauvée pour toi. Elle a tes yeux. » Alice se fige. Marie, c'était sa mère, morte en lui donnant naissance. C'est du moins l'histoire qu'on lui a racontée toute sa vie. Mais Lucien continue, la voix brisée par l'angoisse. Le cartable. J'ai oublié de brûler le cartable dans l'atelier. Faut pas qu'il sache pour Draguignan. Puis le moniteur s'affole, les infirmières entrent, Alice est poussée vers le couloir. Draguignan. Une ville à 300 km de leurs montagnes enneigées. Une ville où ils ne sont jamais allés. Et ce mot, le cartable. Alice ne le sait pas encore, mais en quelques secondes, sa réalité vient de se fissurer. Le père qu'elle veille n'est pas son père. Et Alice n'existe pas. Pour comprendre le mensonge, il faut revenir à la vérité. Et la vérité commence loin de la neige, sous le soleil brûlant du Var. 17 avril 1991, Draguignan. C'est le genre de journée où le goudron fond sous les chaussures. L'air sent la lavande et les pins chauffés à blanc. Dans ce décor de carte postale vit la famille Brunet. Marc tient un garage à la sortie de la ville. Sophie travaille à la mairie. Ils ont une vie simple, rythmée par les repas de famille le dimanche et les devoirs le soir. Et au centre de leur monde, il y a Manon. Manon Brunet a 6 ans. Elle est en CP. C'est une enfant solaire qui adore dessiner des princesses et qui réclame des glaces à la fraise dès la sortie de l'école. Ce mercredi-là n'est pas un jour comme les autres. D'habitude, Sophie vient chercher Manon à 11h30. Mais ce jour-là, Sophie a une réunion importante, une exception, une seule. L'arrangement est simple. Manon doit marcher 300 mètres, juste le temps de traverser le petit parc des Oliviers pour rejoindre la maison de sa grand-mère. 300 mètres dans un quartier résidentiel calme où tout le monde se connaît. À 11h30, la cloche sonne. La maîtresse voit Manon franchir le portail avec son cartable multicolore sur le dos. Elle tourne à gauche, comme prévu. Elle marche vers le parc. À 12h15, la grand-mère de Manon appelle Sophie au bureau. Sa voix tremble un peu. « Sophie, tu as gardé la petite avec toi finalement ?» Le silence qui suit cette question est le moment précis où la vie de la famille Brunet s'arrête. Sophie quitte la mairie en courant. Marc lâche ses outils au garage. Ils se retrouvent au parc. Ils hurlent le prénom de leur fille, mais il n'y a que le bruit des cigales. Pas de témoins, pas de cris, pas de traces de freinage. Manon s'est volatilisée, comme si le sol l'avait avalée. Les jours suivants sont un cauchemar réveillé pour les parents. La gendarmerie déploie des moyens colossaux. Hélicoptères, battues citoyennes, chiens pisteurs. Mais la chaleur écrase les odeurs. Les chiens perdent la piste à la sortie du parc, près d'un petit parking ombragé. La thèse de l'accident est vite écartée. On parle alors d'une disparition tragique. On redoute le pire, un prédateur de passage, un individu dangereux qui aurait repéré l'enfant. Les mois passent. Les affiches « Avis de recherche » jaunissent sur les vitrines des commerçants.
Marc et Sophie Brunet deviennent des fantômes. Ils gardent la chambre de Manon intacte, le lit fait, les poupées alignées. Ils attendent un coup de téléphone qui ne vient jamais. L'affaire Manon Brunet devient un cold case. Un mystère qui hante la région. Mais Manon n'est pas morte. À 400 km de là, dans une ferme isolée du Vercors, une autre vie commence. Une vie construite sur le mensonge. L'homme qui a emmené Manon s'appelle Lucien. Ce n'est pas un criminel de carrière, c'est un homme brisé. Veuf, il a perdu sa femme et son bébé lors de l'accouchement quelques années plus tôt. Sa douleur s'est transformée en délire. Il voulait sauver un enfant, recréer la famille que le destin lui avait volée. Il a rebaptisé Manon, elle s'appelle désormais Alice. Il lui a raconté une histoire terrifiante pour la garder docile. Le monde extérieur a brûlé, ou bien des gens méchants veulent leur faire du mal. Il coupe la télévision, il n'y a pas de téléphone, pas d'école. Juste lui et elle face à la montagne. Les premières années, Manon pleure. Elle réclame sa maman. Mais Lucien est patient, il est doux, jamais violent. Il lui dit que sa maman est partie, qu'il est le seul qui lui reste. La mémoire d'un enfant de 6 ans est malléable. Avec le temps, les images de Draguignan s'estompent. Les palmiers sont remplacés par les sapins, la chaleur par le froid. Marc et Sophie deviennent des rêves flous, puis des oublis. Le syndrome de Stockholm fait son œuvre. Alice finit par aimer ce père dévoué qui lui apprend à lire, à reconnaître les oiseaux, à survivre. Elle devient sa complice involontaire, prisonnière d'une cage sans barreaux, verrouillée par l'affection et la peur du dehors. 23 ans passent ainsi, 23 hivers. Retour en 2014. Alice roule vers la ferme. Les paroles de Lucien à l'hôpital tournent en boucle dans sa tête. Le cartable. J'ai oublié de brûler le cartable. Elle arrive à la maison. Le silence est opprimant. Pour la première fois de sa vie, elle ose braver l'interdit absolu. Elle se dirige vers l'atelier de menuiserie au fond du jardin. Lucien lui a toujours dit que c'était dangereux, qu'il y avait des produits toxiques. Elle force la serrure rouillée. L'intérieur sent la sueur et le froid. C'est un capharnaüm d'outils et de planches. Alice cherche. Elle ne sait pas quoi, mais elle cherche. Elle déplace des caisses, renverse des pots de clous. Puis elle remarque quelque chose sous l'établi massif. Une latte du plancher semble mal fixée. Avec un pied de biche, elle soulève le bois. Dans l'obscurité du trou, il y a un sac poubelle noir, scotché hermétiquement. Elle l'ouvre. À l'intérieur, un objet qui n'a rien à faire dans cet univers gris et viril. Un cartable d'école, rose et turquoise. Un modèle typique du début des années 90. Il est en parfait état, préservé du temps par le plastique. Alice a le souffle coupé. Elle ouvre le cartable. Une odeur de vieux papier et de goûter rassis s'en échappe. Une odeur qui, soudainement, violemment, lui rappelle quelque chose. Une sensation de chaleur. Elle sort un cahier de brouillon. Sur la couverture, une écriture maladroite, ronde, appliquée. Manon, C.P. Elle tourne les pages. Ce sont des dessins. Pas des montagnes, pas de neige, mais un grand soleil jaune, une maison avec des tuiles oranges et 2 personnages bâtons qui tiennent la main d'une petite fille. Sous les personnages, il est écrit « Maman et papa ». Alice lève les yeux vers la fenêtre de l'atelier. Dehors, c'est le blizzard. Mais dans sa tête, le mur du mensonge s'effondre. Elle n'est pas Alice. Elle n'a jamais été Alice. Elle court vers la maison. Elle allume le vieil ordinateur portable qu'elle n'a le droit d'utiliser que pour commander des pièces détachées. Ses doigts tremblent sur le clavier. Elle tape
Disparition Manon 1991, Draguignan. Le visage sur l'écran, c'est le sien. Les mêmes yeux, la même implantation de cheveux. Alice porte la main à sa bouche pour étouffer un cri. Elle comprend que l'homme qu'elle aime comme un père, l'homme qui se meurt à l'hôpital, lui a volé sa vie. Il n'y a pas de téléphone à la ferme. Lucien a toujours refusé d'en installer un. Alice, ou plutôt Manon, n'a pas le choix. Elle serre le vieux cartable contre sa poitrine, se rue dehors et démarre sa voiture. Elle roule comme une folle sur les routes verglacées, direction la gendarmerie la plus proche, à Villard-de-Lans. Lorsqu'elle arrive au comptoir, essoufflée, tremblante, elle ne dit rien. Elle pose simplement le cartable ouvert devant le gendarme de garde. Le gendarme regarde le cahier, lit le nom, Manon, puis regarde le visage de la jeune femme. Il comprend instantanément que quelque chose de grave vient de se passer. Il contacte la PJ de Toulon. Le commandant Bresson, qui était jeune lieutenant lors de la disparition, n'en croit pas ses oreilles. Le dossier Manon Brunet est sur son bureau depuis 2 décennies. Un test ADN est ordonné en urgence. Des prélèvements sont faits sur Alice et comparés à ceux des parents Brunet conservés dans le fichier national. 48 heures d'attente insoutenables. Pendant ce temps, Lucien sombre dans le coma. Il ne saura jamais qu'il a été démasqué. Il emportera ses secrets dans la tombe. Une frustration terrible pour la justice, mais peut-être un soulagement pour Manon, qui n'aura pas à affronter le regard de son bourreau. Le résultat tombe un mardi matin. Correspondance 99,9%. Alice Moreau n'existe pas. Manon Brunet est vivante. L'annonce est faite aux parents, Marc et Sophie. Ils ont maintenant la 50aine passée. Quand le commandant Bresson leur annonce la nouvelle, Sophie s'effondre. Non pas de douleur cette fois, mais sous le choc d'un espoir qu'elle n'osait plus formuler. Leur fille rentre à la maison. Les retrouvailles n'ont pas lieu devant les caméras, c'est un moment trop intime, trop fragile. Elles ont lieu dans un bureau de la gendarmerie. Imaginez la scène. 2 parents face à une femme de 29 ans qu'ils ne connaissent pas. Ils cherchent dans ses traits la petite fille de 6 ans. Ils reconnaissent le regard, le sourire timide. Mais c'est une étrangère. Elle a vécu une autre vie, avec d'autres souvenirs, une autre éducation. Il n'y a pas de grande effusion cinématographique. Juste des larmes silencieuses, des mains qui s'effleurent, et cette phrase maladroite de Manon. « Je suis désolée, je ne me souviens pas de vous. » Et sa mère qui répond « Ce n'est pas grave, on a tout le temps maintenant. » Lucien meurt 2 semaines plus tard. Manon ne va pas à son enterrement, mais elle ne peut pas s'empêcher de ressentir un vide. C'est toute la complexité de l'âme humaine. On peut haïr le monstre et pleurer le père qu'il prétendait être. Aujourd'hui, Manon tente de reconstruire le puzzle de son identité. Elle apprend à connaître Marc et Sophie. Elle découvre qu'elle a des cousins, une histoire. Le chemin est long. Les cicatrices invisibles laissées par 23 ans de mensonges ne s'effacent pas facilement. Cette histoire nous rappelle une vérité terrifiante. Nous sommes la somme de nos souvenirs. Et il suffit d'un homme, d'une voiture et d'un mensonge pour réécrire entièrement la réalité d'une personne. Mais elle nous rappelle aussi que la vérité, comme l'eau, finit toujours par trouver un chemin pour remonter à la surface. Même après 23 ans. Même enfouie sous une chape de plomb et de neige. Manon est revenue. Et pour ses parents, c'est la seule chose qui compte. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que l'espoir ne doit jamais s'éteindre, laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à Dernier Signal et activez la cloche. D'autres histoires enfouies dans l'ombre attendent d'être racontées.